Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on évoque une œuvre qui a gagné plusieurs Oscars, qui, malgré une apparence de film simpliste, de bagarre pendant l'Antiquité, n'étant pas vraiment correcte, historiquement parlant, une touche philosophique réellement intéressante s'y cache au fond. Alors, asseyez-vous confortablement au coin du feu pour parler de ce film qui est Gladiator. Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix. Mais j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Mère bien-aimée, indique-moi comment les dieux voient mon avenir. Je veux que tu deviennes le protecteur de Rome à ma mort. Maximus. Bonjour, bonsoir, je suis Ivo, il est Davin, et aujourd'hui on va parler d'un film qui a eu 5 Oscars, les amis. 5 Oscars. Ah, c'est pas du pipi de chat. Ah, c'est pas du pipi de chat, faut le dire. Et c'est quoi? Quelle est cette œuvre cinématographique, mon cher Davin? C'est Gladiator. C'est ça, c'est Gladiator. Bon, est-ce que ça va? J'ai cru que t'allais dire autre chose. Non, je suis focus sur ce film grandiose et merveilleux. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire en plus celui-là parce que c'était. Je pense que c'est un des films avant qu'on démarre le podcast. Tu l'avais déjà en idée et je sais même pas pourquoi on l'a pas fait avant en fait. Je sais pas. C'est vrai que ça fait partie des œuvres indispensables que j'avais mis de côté. Mais bon. Ah, il a fallu le temps. Après, il y a eu d'autres trucs qui ont fait que. Et encore, il y en a d'autres depuis le début qu'on devait faire et qu'on fera plus tard. Mais bon. Ah oui, c'est vrai. Dont un double épisode qu'on veut faire depuis le début, que je sais pas pourquoi on le fait pas non plus, hein, mais ça peut arriver assez rapidement, je pense. Il y en a qui traînent, tu sais. Ça va. Ouais. Il y a des films qui traînent. Et on vous le dit pas, hein. Là, les gens derrière, ils doivent se dire, mais c'est quoi ces films-là? C'est génial. Donc là, on va rester focus sur Gladiator, donc qui a été réalisé par Ridley Scott. C'est un film du genre péplum. Et il y a deux versions. Il y a la version au cinéma qui dure 155 minutes et la version longue qui dure 171 minutes que j'ai regardé du coup. Okay. Toi, je sais pas laquelle t'as vu. Je sais pas non plus. Moi, j'ai regardé sur Amazon Prime, hein, donc voilà. Par contre, j'ai envie de relever un truc qui est quand même fantastique, je trouve. Je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement dans ton cerveau, mais tu sais que t'as un problème avec les accents. Je te l'ai fait souvent remarquer, que souvent t'as un accent très franchouillard pour des mots anglais. Sauf que là, tu nous as quand même dit Ridley Scott. Alors que là, pour le coup, je crois que ça se prononce Ridley Scott. Et toi, t'as dit Ridley Scott. Voilà, c'était un petit détail. Donc là, maintenant, tu mets des accents. C'est Ridley Scott. D'accord. Et je mets des accents où il n'y en a pas. Ah non, mais arrête, tu me fous le doute, c'est possible. Moi, j'ai toujours dit Ridley Scott. Mais après, c'est vrai que c'est peut-être moi, pour le coup, qui l'a et un accent franchouillard, je sais pas. Mais j'ai toujours dit... Je sais pas. Ah, j'ai un doute, putain, il me fout le doute, parce que généralement, c'est moi qui me trompe, donc ça se trouve, t'as raison. Non, il n'y a pas à se tromper, c'est marrant. Dites-nous dans les commentaires un truc qui a aucun intérêt. Va l'écrire en plus dans les commentaires. C'est quoi, c'est Ridley ou Ridley? Allez, écrivez-le, s'il vous plaît. Donc ce film, il a eu 5 Oscars, comme je disais tout à l'heure. Et il a eu l'Oscar du meilleur film, du meilleur acteur, pour du coup l'acteur principal qui est Russell Crowe. Là, je l'ai bien dit. Meilleur costume, meilleur effet visuel et meilleur son. Il a quand même eu 5 Oscars. Et moi, à la base, bon, c'est pas... Ce film, il est sorti en 2000. Et moi, il y a un vrai côté Madeleine de Proust, en fait. C'est pour ça que j'adore ce film. Ouais. C'est la musique de Hans Zimmer, encore une fois, que j'écoute en boucle, comme toi. Mais la musique elle est dingue. C'est Hans Zimmer, du coup, c'est ça? Ouais, Hans Zimmer, ouais. Et non, qui a fait une collab avec Lisa Gérard. D'accord. Voilà. C'est elle qu'on entend chanter, tu sais. D'accord, ok. Généralement. Ouais, okay. Mais elle est compositrice aussi ou elle est juste ce genre de chanteuse, quoi? Non, elle est juste chanteuse. En plus, c'est assez drôle parce que à la base, c'est quand Hans Zimmer faisait la composition pour le film. Déjà, le film est
apparemment de ses propos, il le kiffait. Et il disait, bah voilà, quand on kiffe une œuvre, c'est là qu'on travaille le mieux. Et du coup, il était à fond sur le projet, etc. Et il y avait une personne de la production qui écoutait Lisa Gérard, mais en MP3, tu vois. Je crois qu'il écoutait des musiques de Lisa Gérard. Et Hans Zimmer, d'un coup, ça lui a fait tilt. Il a fait, mais elle est pas mal cette musique-là. Enfin, sa voix, elle est pas mal. Il est en train de dire, mais pourquoi pas, on ferait pas une voix comme ça, avec ma compo, ça pourrait être pas mal. Et au bout d'un moment, les gars de la production, ils font, au pire, on l'appelle. On l'appelle carrément. Et du coup, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé pour faire la composition, quoi. Je trouve ça hallucinant, quoi. À la base, il écoutait juste une musique de Lisa Gérard et il voulait juste s'en inspirer. Puis en fin de compte, ils l'ont carrément amené sur le studio, quoi. Puis ils ont fait les compos. Des fois, j'ai trouvé ça. Des fois, c'est des hasards total. C'est des hasards total, là. Mais moi, je trouve dans ce film, et la musique, de toute façon, on le dit souvent, nous, les musiques, c'est tellement important et ça donne de l'ampleur à beaucoup d'œuvres. Et là, dans ce film, c'est hallucinant le nombre de musiques que, même si t'as pas vu le film, en fait, il y en a je sais pas combien que tu connais. Et même, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film, et de les réentendre, j'avais l'impression en fait de regarder une sorte de fanfiction, avec un mec qui a pris des musiques d'un film pour les mettre sur son film à lui. Tellement je fais, mais non, mais ces musiques, c'est ce film-là, ouais, d'accord. Et ouais, clairement. Et après, il y a certaines. En plus, je trouve que c'est des musiques qui sont assez originales par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Pas toutes, parce qu'il y en a qui ressemblent un peu à la Pirate des Caraïbes et tout. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup, des un peu orientales, hispaniques orientales, je dirais. Il y a des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'écouter chez Hans Zimmer et qui sont. C'est mémorable, quoi. Moi, ça me met en transe limite quand je regarde ces musiques. Moi, je kiffe. C'est mon réveil. Hein. La musique de Gladiator, c'est moi, j'ai arrêté de mettre en réveil des musiques connues. Là, d'ailleurs, je me suis pris un iPhone. Ouais, tu me l'avais dit. Il y a une nouvelle fonction sommeil pour le réveil. C'est très très bien. Parce que c'est une musique en plus un peu à la guitare qui est très douce et qui augmente en rythme. Donc c'est super bien. Et du coup, ça m'évite de mettre des musiques que j'aime. Parce qu'à l'époque, moi, c'était la musique d'Interstellar que j'avais. Donc Hans Zimmer aussi. Sauf qu'en fait, à force de l'entendre le matin pour me réveiller, la musique, je commençais à perdre la magie de la musique, tu vois. Et puis limite, ça me rappelait un moment où il faut que je me réveille. Donc j'appréciais plus la musique comme il faut. Donc j'ai changé, j'ai mis une musique de Red Dead Redemption. Et pareil, au bout de quelques mois, en fait, ton cerveau, il l'assimile au réveil. Il s'habitue. Et il s'habitue. Et du coup, je fais non, en fait, je suis en train de gâcher des morceaux que je kiffe. Donc je préfère mettre une musique lambda en réveil et voilà. Donc voilà, je vous raconte ma petite vie. Je vous raconte ma petite vie. Non, mais c'est pas faux parce que ça fait un vieil ancrage psychologique. Après, quand tu écoutes la musique hors du réveil, tu te dis mais c'est quand je me réveille, c'est pas forcément agréable. Parce que c'est pas te réveiller. Et du coup, il y a un effet un peu négatif quand tu écoutes la musique. Oui, c'est clair. Et je me rappelle parce que ça, tu m'en avais parlé et du coup, je me suis dit bon, j'ai quand même tenté. Et j'ai eu peur en fait quand j'ai revu le film, quand la musique est arrivée. Ça te gâche en le fait, film. Non, ça va. En fait, heureusement qu'il y avait l'aspect visuel qui a fait que du coup, il y avait plus que juste l'auditif. Mais sinon, c'est vrai que juste écouter la musique, à force tu t'habitues, elle est moins impactante que. C'est ça. Que voilà. Donc c'est ça qu'il y a les musiques épiques comme ça, vaut mieux les garder pour. C'est le petit conseil du début de podcast. Ne mettez pas. Surtout en réveil, surtout une musique qui est vraiment régulière tous les jours, c'est quotidien. Ouais, c'est ça. Après, tu peux l'écouter de temps en temps, les musiques que tu kiffes, mais tous les jours et au réveil, bien sûr. Finesse. Oui, c'est ça. Parce que quand tu fais le réveil, tu l'associes à un truc qui est pas forcément positif, donc pas forcément négatif, mais bon. Donc voilà, c'est le petit conseil psychologique du début. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Alors je sais pas si tu la connais, le 27 mai 2009. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est la finale de la Ligue des Champions. Oh, à Rome. Attends, je vais essayer de deviner les deux équipes en 2009. Vas-y. Ah, tu vois? Ah non, j'ai aucun point de repère. Tu vois, 2009, j'étais. J'ai aucun point de repère. Je sais pas, je dirais Liverpool-Milan AC. Non. Ah mince. C'était qui? FC Barcelone et Manchester. D'accord. Attends, je me rappelle même plus de cette finale, quoi. Ok. Et du coup, l'entraîneur, ce qu'il a fait, donc l'entraîneur de FC Barcelone, de l'équipe FC Barcelone. Il l'a mis dans le vestiaire pour faire la causerie de match.
C'est ça. Ah ouais, Il a fait un mélange des scènes de Gladiator et du best-of, en fait, du meilleur de la saison de son équipe. Oh bah, et du coup, ça les a... Il y a eu une petite motivation, une petite hype qui est montée, enfin un petit truc. Ouais. Et du coup, ils ont gagné 2-0. C'est beau. Voilà. Ah mais c'était pas... C'est non, Manchester, non, bah non. Et je me rappelle pas du tout cette finale, quoi. C'est ouf. C'était pas Arsenal? Non, c'était... Manchester. Bon, c'était ça. Ok, je te crois, hein. Oh bah, à part si l'anecdote était faussée, peut-être. Mais en tout cas... Je suis pas allé vérifier après. Hein. Ah bah bravo. Je sais pas croiser les sources. Oh bah normalement la source est fiable. Mais bon, je vais pas aller croiser les sources si c'était bien cette finale-là. Donc, bon, logiquement c'est bon. Mais je trouve ça c'est marrant. Mais c'est vrai que ça te donne la niaque. Parce que moi je m'en sers souvent pour faire mon sport, hein, Gladiator. Voilà. Hein. C'est un film qui donne la niaque, voilà, je tiens à le dire. Et d'ailleurs, avant de spoiler... Non, bah après, est-ce que tu voudrais ajouter un truc que t'as... Est-ce que Ouais, tu voudrais ajouter un truc sans spoiler? En quoi le film t'a plu, sans spoiler, par exemple? Sans spoiler, bah... Ouais. Bah déjà, je regarde pas beaucoup de films de gladiateurs, ou même de guerre, tu vois. Tu vois, la scène du début où c'est de la grosse baston, je sais pas pourquoi, ça me met mal à l'aise quand c'est des humains qui s'affrontent. Tu sais, la scène d'intro où c'est une bataille. Ouais, c'est la grosse bataille. Ouais. C'est ça. J'aime pas, alors que toi, j'aime bien dans Le Seigneur des Anneaux, j'aime bien dans d'autres trucs, parce que c'est contre des monstres. Mais quand c'est des humains, bah, ça te rappelle tellement la réalité. Tu dis que ça se passe et ça s'est passé, que je sais pas, ça me met mal à l'aise de me divertir devant ça. Je saurais pas comment trop l'expliquer. C'est pas mon délire à la base. Mais là, comme je disais, avec la musique, en fait, ça passe. Et ce film, globalement, comme je regarde pas beaucoup de films comme ça, ce film, c'est un peu le porte-étendard. Je regarderai pas 36 des films sur les gladiateurs, trucs comme ça, mais celui-là, voilà, il est là. Il me sert de référence, en fait. Voilà. J'ai pas besoin d'en voir 30 000 autres dans le genre. Celui-là me sert, on va dire, de base. Ouais, bah celui-là, il a été dans ce genre-là, donc ce qu'ils appellent péplum, un peu guerre dans l'Antiquité, quoi. Ça faisait longtemps en fait qu'il n'y avait pas eu un film aussi grandiose entre guillemets avec autant d'effets spéciaux et tout depuis apparemment les années 1960. Il y avait des grands films majeurs à cette époque dans le style péplum. Oui, il y avait là, ça faisait genre Ben-Hur ou des trucs comme ça devait être dans ces années. Ouais, tout à fait, voilà, c'est ça. Tout à fait, ouais. Et du coup, moi comme toi, hein, moi c'était pas l'Antiquité, c'est pas forcément un truc qui m'attire plus que ça. Mais ce film avec des scènes vraiment précises. Je me rappelle, il y a une scène où en fait il dévoile son identité, sans en dire plus. Mais du coup, cette scène-là, des fois avec mon père, on l'a regardée sans regarder le film. Juste cette scène. Ouais, juste la scène. Tellement badass. Ah ouais, c'est ça. Il y avait ce côté-là. Viens, on se met cette scène-là où il fait ça et comme ça, on kiffe. Juste pour la scène. Drogue. C'est ça, et on faisait la même pour les 2 tours, le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, la bataille du gouffre de Helm. C'est pas du tout la même chose, mais on faisait pareil, on regardait juste la bataille. Voilà, ça fait partie un peu des films phares. Bah moi en plus, un truc là, quand j'ai revu Gladiator pour l'émission, un truc qui m'a frappé, c'est que... Tu te rappelles l'émission qu'on avait fait sur la famille, je me rappelle même plus le nom du film, Les Hommes de Loi, sur les frères, tout ça, je t'avais dit que ça me faisait penser à Red Dead. Oui, tout à fait. Et là, clairement, ce film me fait penser à Assassin's Creed. Ouais, mais carrément. C'est un truc de ouf. Bah après, en plus, c'est l'inverse. C'est Assassin's Creed. Je l'ai réinstallé. Je l'ai réinstallé du coup. Ah oui. Ouais. Et moi, du coup, en plus, c'est des rumeurs. Parce que là, le dernier qui est sorti, c'était chez les Vikings. Mais il y a des grosses rumeurs qu'on arrive à la même période en plus que Gladiator, au moment de la Rome antique. Ah, d'accord. Et ça reste des rumeurs pour le moment, vrai, mais il y a des grosses rumeurs qui tournent autour de ça, assez insistant. Et donc je suis impatient un peu parce que, faut le dire, tu l'as toujours pas dit, mais tu vas nous présenter un peu les faits réels par rapport au film, tu vois. Tu vas nous expliquer un peu le contexte a priori. Et donc là, ça sera intéressant dans Assassin's Creed en plus, parce qu'il parlait carrément du même pas empereur, mais Joachim Phoenix, je ne sais plus son grade. Comment ça s'appelle? C'est Commode qui s'appelle. L'empereur Commode. Ouais, c'est un empereur. Mais ça parlait a priori
Après, c'est des rumeurs, donc les rumeurs, des fois, il y en a qui font un peu ce qu'ils auraient envie de voir dans le jeu. Mais il y avait des rumeurs qui parleraient que ça serait à l'époque de l'empereur Commode. Vraiment, comme ils se sont inspirés dans les Assassin's Creed de Gladiator, bah là, je pense que ça doit être. C'est qu'il y a pas mal, je pense, de devs là-bas qui adorent ce film aussi. Et du coup, je pense que ça serait un peu leur kiff, une sorte d'aboutissement, tu vois, de faire un Assassin's Creed à cette période. Et puis, imagine des vrais combats de gladiateurs dans le jeu. Trop bien. Parce qu'il y a déjà des petites arènes dans le jeu, des moments où tu fais des combats et tout. Mais là, t'imagines un scénario qui tourne en partie là-dessus, avec vraiment des gros événements, avec du public et tout. Ça serait juste monumental. Bah dans Odyssey, ouais, t'effleures un peu le truc vu que c'est. Ouais, tout en bas à droite de la map, il y a une sorte de petite arène. C'est celui-ci, ouais. Mais c'est un peu underground. C'est un peu underground. Oui, tout à fait, ouais. Mais là, imagine. On dirait c'est en privé, tu sais. Ouais, mais imagine un jeu où vraiment ça fait partie du scénario, où ton personnage, par exemple, est gladiateur. Ouais. Et ça serait génial, putain, ça serait beau. Au Colisée directement. C'est ça directement, parce qu'il y avait déjà eu Assassin's Creed Brotherhood. Il se passe à Rome, mais du coup c'est à l'époque de la Renaissance. Pas de l'Antiquité, c'est pas à l'époque de Jules César et tout. Après, Jules César, on le voit dans Origins, qui se passe en Égypte. Donc on voit Jules César, il y a quelques petites scènes à la fin qui se passent à Rome, il me semble. Je spoilerai pas pour ceux qui l'ont pas fait. Et du coup on voit Jules César à l'époque où il est avec Cléopâtre et tout, tu vois. Donc il y a ça. Mais après, tout ce qui se passe en Italie et dans les sagas Assassin's Creed, c'est plus avec les Borgia et tout, et c'est la Renaissance. Donc c'est beaucoup plus tard. Voilà. Ok. Bon, pour une petite précision pour les petits fans d'Assassin's Creed. J'avais fait pareil avec Red Dead et comme ça. Non mais clairement, ça pourrait être super intéressant. Même justement, historiquement, parce que oui, Gladiator, historiquement, il est très... ils sont partis très loin au niveau liberté. Ouais. Donc, on va voir. De toute façon, ça se veut pas d'après des faits réels. Et moi, je l'ai jamais vu comme un film. Après, peut-être quand je l'ai vu, j'étais trop jeune pour peut-être pas assez cultivé sur le domaine. Et moi, là, ça c'est faux, etc. et tout. Ouais. Moi qui ne sais absolument pas ce qui est faux et vrai dans ce film, je suis impatient un peu de voir, pour voir si ça me dérange comme avec le dernier Samouraï, ou est-ce que pour moi ça va être intéressant. Suivant, voilà. Parce qu'il faut rappeler pour ceux qui n'ont pas écouté notre émission sur le dernier Samouraï, ce qui me gênait, c'était le fait que toute une culture, on l'a transposée, la culture samouraï était présentée un peu faussement dans le truc. Donc c'était pas que de prendre des libertés, c'était carrément inventer une culture en la collant à une autre, quoi, en gros. Donc c'est ça qui me gênait dans ce film, c'est de nous présenter ça. Là, j'attends de voir du coup, mais j'ai pas l'impression que ça soit aussi fort dans celui-là, mais après tu vas nous dire. Ouais, c'est parce que du coup, je suis curieux de savoir ce que tu en pensais. Ouais. Parce que historiquement, c'est limite. Après, comme je disais, comme toujours, moi, ça dépend sur quel point. Ça se veut pas. Ouais, voilà, mais ça se veut pas d'après des faits réels. Donc je pense qu'en tant que spectateur, faut pas se dire, voilà, j'ai regardé un film historique. Ça se veut pas historique, c'est un péplum. Oui, bien sûr. C'est fictif. Il faut pas y aller en se disant. Oui, mais après c'est dommage pour des trucs un peu bêtes. C'est dommage de dire des trucs faux. S'il n'y a pas d'intérêt scénaristiquement, c'est un peu dommage, quoi, tu vois. Et c'est là qui est intéressant pour ce film. Je pense, après ça reste mon avis, que là, les libertés scénaristiques qu'ils ont prises en fait, qui ont été faites plutôt, c'est justement lié à un aspect philosophique. Et je pense que là c'est intéressant parce que voilà, on va le préciser plus tard de toute façon. Mais c'est ce qui fait que je sais pas. Par rapport à ça, je ne sais pas comment le placer, donc on verra. Et de toute façon, généralement, c'est ce qu'on fait. C'est vrai que nous, quand on parle d'une œuvre qui est plutôt sur des faits historiques, on aime bien démêler le vrai du faux. On trouve ça intéressant. C'est vrai, à chaque fois, on le fait. On l'a fait pour le dernier Samouraï, on le fait pour... Enfin, moi, j'adore le faire. C'est un peu la spécialité de tes Bah oui, parce que même des hommes sans loi, c'est pareil. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, j'aime bien. Toi, t'aimes tellement les films d'histoire vraie, donc forcément. Ouais, c'est vrai. C'est ta petite spécialité, c'est voilà. Ouais, c'est vrai, faut le dire. Et du coup, c'est tout. Et si il y aura d'autres petites anecdotes aussi, mais en partie spoil, voilà. Donc vous avez encore le temps d'aller voir le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. C'est bon, vous l'avez vu? C'est bon, on peut passer à la suite. Donc on va passer en partie spoil. Et pour ceux qui veulent quand même rester mais qui ne sont pas allés voir le film pendant ces 1 minute de disponibilité, l'histoire
elle est plutôt simple. C'est un général qui va refuser, pour faire un peu un résumé très court, c'est un général qui va refuser d'être empereur romain suite à la demande de Marc Aurèle d'être son successeur. De ce fait, le fils de Marc Aurèle va tuer son propre père, Marc Aurèle. Ce fils va donc être empereur. Il va anéantir la famille de ce général. Ce général va disparaître dans les fins fonds de Rome. Il va devenir gladiateur. Et de gladiateur, il va se venger. Voilà, en gros, on a un peu le speech du film. C'est pas un pitch. C'est bon. On peut finir le podcast. C'est la fin du podcast. T'as juste à rajouter qu'il meurt à la fin du film. Et puis là, c'est bon, on a fait le tour. J'espère que les gens qui voulaient... Il y a certaines personnes qui se sont dit, bon, je vais écouter un petit peu la suite, même si je vais voir le film sans être spoilé. Oui, j'ai prévenu. Donc, on va commencer justement, t'en parlais tout à l'heure, sur une des premières grosses scènes de ce film. C'est la grosse bataille, quoi. Que je trouve géante, en fait. Ça t'en fout plein la vue dès le départ. Moi, j'aime pas. T'aimes pas? J'aime pas ce genre de scène, donc moi, j'aime pas. Il y a que la musique, avec la musique qui sauve les meubles pour moi, qui est vraiment épique. Ok. Je trouve que c'est toujours les mêmes scènes. En fait, comme j'aime pas, moi je trouve que c'est toujours les mêmes scènes que t'as vu 1000 fois dans 10 000 films. Et donc celle-ci plus qu'une autre, pourquoi pas, hein, mais voilà. Je préfère Game of Thrones. Après, si ça peut te... D'ailleurs, c'est un truc ça que j'ai remarqué, je trouve que le film, il a pas trop vieilli. Oui, c'est vrai. Sauf pour les slow motion. C'est les ralentis. Je trouve que les ralentis sont un peu pétés. Moi, je trouve que c'est un style de réal, donc ça m'a pas trop gêné pour le coup. D'accord, ok. Parce qu'on le voit surtout là pour cette bataille-là. Parce qu'il y en a dans Star Wars 9, par exemple, avec Kylo Ren au début. Il y a un petit slow motion. Donc c'est pas si vieillot. C'est pas si vieillot. Ah ouais. Ah oui, il a un peu. Ouais, c'est vrai qu'il a un peu le même style que. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Et là, tu sais que pour cette bataille, ça peut peut-être un peu. Redonner du plaisir à cette bataille pour toi. Non, mais ils ont ça utilisé... va, mais... Oui, je sais bien, ouais. Mais je comprends. Ça, on en avait déjà parlé, je sais plus dans quelle œuvre. Le fait que tu préférais les guerres, justement, entre créatures, tu parlais du Seigneur des Anneaux, où c'est des créatures fantastiques, où c'est pas des humains. Je crois qu'on faisait le lien au film qui nous a divisés, là, plus ou moins. Là. Comment il s'appelle ce film Invincible, là, sur la guerre... contre les Japonais, je crois. Tu ne tueras point, voilà, c'est ça. Enfin bon. Et du coup, pour cette bataille, ils ont utilisé 160 000 projectiles, 10 000 flèches et 2500 armes. Ils ont habillé toute une armada pour réaliser le truc. En fait, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Bon, maintenant, c'est peut-être plus courant. Mais encore, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films. Finalement, il n'y a plus beaucoup de films. Il y a une période, juste l'après Seigneur des Anneaux, il y a une période où il y en avait 3000 des films qui sortaient chaque année avec des guerres comme ça, et genre Le Roi Arthur, Braveheart. Donc, il y avait plein de films. Il y avait plein de films qui essayaient de surfer un peu sur le Seigneur des Anneaux. Mais je trouve que dernièrement, c'est beaucoup. Maintenant, c'est plus les super-héros, tu vois. Ça va revenir peut-être. Après, tu sais, c'est que des modes, c'est des passages comme ça. Mais moi, c'est peut-être plus ça qui m'avait saoulé à l'époque, c'est qu'il y en avait vraiment, je sais pas combien. Il y en avait trop. Ouais, j'ai l'impression que j'en ai vu je sais pas combien quand j'étais plus jeune. Et ce serait intéressant de comparer par rapport au Seigneur des Anneaux, par exemple. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? On se rend pas trop compte comme ça. De voir par exemple le Gouffre de M, il y avait combien de figurants réels, tout ça. C'est vrai. Là, c'était les acteurs qui étaient étonnés. Joaquin Phoenix et c'est Connie Nielsen qui joue. Donc Joaquin Phoenix qui joue Commode et Connie Nielsen qui joue Lucilia, donc la sœur de Commode, donc la fille de Marc Aurèle. Ces deux-là, ils étaient étonnés et qu'à la voix quand de ils Lara ont Croft. vu en fait. Parce qu'il va falloir en parler. D'ailleurs, parlons-en de cette VF de l'enfer. C'est vraiment la VF. Ah oui, ça t'a choqué. Ah non, mais cette VF, elle n'est pas possible. Parce que le héros, déjà, a la VF de Brad Bellick dans Prison Break.
C'est horrible. Heureusement, je me suis pas fait Prison Break juste avant parce que ça va, moi insupportable. Après il y a Marc Aurèle, c'est Dumbledore quoi, donc c'est génial. Il y a Joaquin Phoenix, sa VF ça passe. Par contre, donc la sœur de Joaquin Phoenix là, c'est Lara Croft, c'est la VF de Angelina Jolie. Donc c'est quoi cette VF? Il y a que des stars. Joaquin Phoenix, c'était le doublage de Joker. Donc ouais, d'accord. Non, mais Joaquin Phoenix, la VF, là, passait bien. C'était un multivers, en fait. Et du coup, moi, j'ai dû regarder, parce que moi, dès que j'ai vu Brad Bellick à la place de Russell Crowe, j'ai fait, c'est pas possible, je peux pas regarder le film, parce que c'est pas crédible. Donc, je suis passé en VO sur Amazon Prime. Mais quel enfer, Amazon Prime, mais travaillez votre truc. Parce que là, en fait, t'as pas le choix. Quand tu mets les sous-titres sur Amazon Prime, en fait, tu passes, c'est l'audio description. Donc voilà, il n'y a pas l'entre-deux. Tu m'avais dit, c'est vrai. Donc moi, je voulais juste les sous-titres pour les paroles, mais là, c'était ça. C'était une musique triste se lance. Des cris dans le fond. Enfin, t'avais toute la description et en fait, tu fais que lire, tu ne regardes même plus le film. Donc j'ai fait en fait non, là en VO c'est pas possible. Donc je suis repassé en VF. Mais celui-là, je vous le conseille vraiment pour le coup si vous l'avez en Blu-ray ou si vous le téléchargez. Après sur Amazon Prime, malheureusement c'est un peu comme ça. Mais regardez-le en VO STFR celui-là. Voilà. On donne toujours nos petits conseils VF, VO. Après, toi, je sais pas ce que t'en penses de la VF. Toi, comme t'es habitué depuis plus toi, ça doit pas te gêner du tout, quoi. Non, ça m'a pas gêné. Oui, après, j'avoue que j'aurais regardé. J'aurais regardé Prison Break juste avant. Ouais. Et j'aurais fait le rapport au niveau de la voix. Bellick en plus, quoi. Bellick c'est chaud, une pourriture dans Prison Break. Là, c'est le héros. Tu fais. Ouais, Dumbledore, Marc Aurèle, sa voix, ça colle bien. Après, c'est que sa voix est tellement connue que ça fait bizarre. Et puis Lara Croft, pareil. Ils sont tellement ancrés dans leur personnage que moi, ça me sort du film au début, quoi. Après, tu t'y habitues au fur et à mesure. Et d'ailleurs, la place de Russell Crowe, tu parlais de Braveheart tout à l'heure, c'était Mel Gibson qui était prévu. Mais il a refusé parce qu'il. Ouais. Et Braveheart, c'était avant ou après, du coup? C'est une bonne question. Je crois que c'était après. Ouais, il me semble que c'était. Par contre, moi, c'est vrai qu'il faut le dire, Russell Crowe, je suis pas très fan de l'acteur. Je l'aime bien là dans le film, mais je suis pas. Je sais pas ce qu'il a fait après ou avant. Je suis pas un grand fan de Russell Crowe. Ouais, après dans le film ça va parce qu'il a. Non, il est bien dans le film, mais c'est pas non plus il a pas besoin de faire performance de malade mental, quoi. À part, je sais pas s'il a fait ses cascades ou quoi, mais sinon. Non, il avait un doubleur. Ouais, en plus. Il avait un doubleur. Même il a eu un doubleur. Tu sais, le moment où il passe sa main dans l'herbe là. Ouais. C'est pas lui. C'est un doubleur. Il voulait pas se couper la main avec les petits épis de blé. Non, apparemment, ce qu'il a dit, c'est que c'était parce qu'il n'était pas dans le lieu où la scène devait se tourner. Mais je pense, moi aussi, c'est qu'il voulait pas se couper les doigts. C'est connu que les épis de blé sont extrêmement tranchants. C'est ça. Et du coup, ouais, donc du coup, non, c'est lui. Ouais, ça va. En fait, moi non plus, je suis pas un grand fan de Russell Crowe là pour le coup. Dans ce film, je trouve que je le kiffe. Ouais. Je kiffe pas l'acteur, mais dans ce film, je le kiffe. Mais parce que il a pas besoin de faire beaucoup d'expressions. Oui, c'est pas le but du truc. Non, mais il est bien dans le film. Oui, c'est ça. Il a rien à dire. Je tapais Braveheart pour regarder, mais. Après, je préfère largement, toi, niveau jeu d'acteur dans ce film, je préfère largement Joaquin Phoenix pour le coup, qui lui fait une vraie performance. Il est tellement bien. Ouais, en fait, c'est une vraie performance qu'il fait dans ce film. Mais je pense que c'est ça qui a fait que j'ai aussi kiffé ce film. C'est qu'il y a un bon méchant. C'est grâce à lui. On aime les films et les jeux vidéo et tout. On aime quand il y a des bons méchants. Mais il joue tellement bien. C'est tellement important, bien. Je trouve, ouais. Et du coup, au début, parce que j'allais commencer à parler de commode alors que c'était pas, oui, c'est vrai. C'était pas le moment. Au début, en fait, suite à cette grosse bataille, ce qu'on voit, c'est que du coup, Marc Aurèle, il va mourir concrètement. Il va mourir parce que donc faut le dire parce que je crois que tu l'as pas dit depuis le début, mais en gros Marc Aurèle c'est le César actuel, quoi. C'est l'empereur romain. C'est l'empereur romain. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est l'empereur romain. Et Marc Aurèle faisait d'ailleurs partie, donc là historiquement, de ce qu'on appelle les 5 bons empereurs. D'accord. Voilà. Donc il fait partie des 5 meilleurs empereurs de Rome parce que il fait partie en fait des empereurs qui ont fait prospérer Rome, etc. Et tout. Donc voilà. Historiquement, c'était vraiment quelqu'un de... Parce qu'il paraît très sage et tout, tu sais, au début du film. Mais pour le coup, ouais, c'était le cas. Et c'était un philosophe. Il était affilié au stoïcisme. Et du coup,
ce qui a peut-être fait qu'il était aussi bon, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, donc je trouve que ça, vu que justement il me fait penser à Dumbledore, il transpire un peu la sagesse. Et ça, j'aime bien. Après, bon, il meurt dès le départ. Et il meurt par qui? C'est donc son fils Commode, joué par Joaquin Phoenix, qui l'étrangle. Parce qu'il est jaloux, très jaloux de Russell Crowe. Je ferais pareil. Hein. Oui, oui, pareil. C'est que Marc Aurèle, là, pour le coup, oui, il choisit pas son fils, il choisit le général. Bon, après, je pense qu'il avait ses raisons, des bonnes raisons de le faire. En même temps, il a un fils, un espèce de psychopathe, il va pas... C'est ça. Il avait dû remarquer que son fils ne tournait pas rond. Et dans les faits réels, historiquement, parce qu'on le voit un petit peu là pendant cette bataille, il est malade. Il est prêt à mourir. Et en fait, presque Commode, il va un peu... accélérer les choses. Comment dire? Accélérer les choses, voilà. De toute façon, dans le film, à part Commode, personne, enfin, et Maximus sans doute, mais officiellement, c'est pas Commode qui l'a tué. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et ça que je trouve intéressant dans ce genre de film, c'est de prendre un fait, on va dire, réel, et de raconter la petite histoire qui est fausse, mais ça, on l'a beaucoup dans les Assassin's Creed, où il y a un fait réel qui se passe, mais tu découvres dans Assassin's Creed que c'est pas ce qu'on nous a raconté historiquement. Il s'est passé un petit truc, tu vois. Ça, je trouve ça assez drôle. Ça, tu vois, c'est des trucs faux, mais je trouve qu'ils servent une narration pour une œuvre fictive. Ça, j'aime bien ce genre de oui, parce que c'est concret. Enfin, c'est concret. Ça pourrait être cohérent. Ouais, c'est cohérent, et puis je trouve que c'est intéressant. Parce que, oui, du coup, donc dans la réalité, il est mort de la peste, clairement. Voilà. Mais là, dans le film, tu peux dire la même chose. Dans le film, il est mort de la peste, officiellement aux yeux de tous. Tout à fait, ouais. Tout à fait, c'est ça. Et en plus, dans la réalité historique, Commode a réellement succédé à Marc Aurèle. Et Commode était réellement le fils de Marc Aurèle. Ouais, d'accord. Voilà, dans la réalité. Oui, c'est ça, donc, ça c'est qui est cool. Ça, j'aime bien. Voilà, donc là, vous voyez, ça se suit très bien. Il y a une de belles... Voilà, il y a un beau truc. Et en fait, là, ça, c'est ce que je connaissais pas, c'est suite au fait de revoir le film et tout, en me renseignant un petit peu, j'ai su que Marc Aurèle, il avait créé un bouquin qui s'appelait « Penser pour moi-même ». Et un bouquin que tu peux acheter, qui, encore une fois, ce qui fait en fait que, quand on parle du stoïcisme, la philosophie, une des philosophies en fait du bonheur dans l'Antiquité, pour atteindre le bonheur plus ou moins, Marc Aurèle, on parle souvent de Marc Aurèle. Et justement parce qu'il a écrit un bouquin, et en fait dans son bouquin, il se parle à lui-même. Mais c'est un bouquin intime à la base, personne ne devait le lire. C'était juste pour lui. Et en fait, il crée un dialogue avec lui-même. Et il y avait un dialogue qui m'avait marqué, où genre pour se lever du lit, pour se forcer à... On parlait du réveil tout à l'heure. Et lui, pour se lever pour se forcer à se lever du lit, il n'avait pas envie de se lever. Mais il se disait qu'en tant qu'empereur, c'est une honte de se dire que t'as pas envie de te lever, parce qu'il y a des paysans qui galèrent toute la journée, il y a des machins, et il fait tout un discours. En fait, comme s'il y avait... je parle souvent de ça, j'aime bien cet aspect de l'humain, de la part d'ombre et de la part morale. Je le dis à chaque fois, hein. C'est devenu un gimmick. Je me rappelle pas que t'en aies déjà parlé. Non. Tu connaissais pas? Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un truc que je dis souvent, j'aime bien cette théorie un peu que je trouve que presque les neurosciences peuvent confirmer plus ou moins, mais c'est qu'on a l'humain, pour moi, cette dualité entre la part d'ombre, donc les désirs, les émotions, voilà, les pulsions, et la part morale, nos valeurs. Je sais pas, un truc tout con, genre fumer, on sait très bien que c'est pas bon pour la santé, mais on le fait parce que c'est un plaisir, un désir. Et ça s'explique par la nicotine, ça s'explique pour plein de trucs. Mais il y a rien qu'avec cet exemple-là tout bidon, il y a ces deux concepts de part d'ombre et de part morale, quoi, de valeur et d'instinct. Et lui, dans son bouquin, en fait, il parlait de ça, il parlait de son instinct et après de ses valeurs. Mais non, en tant qu'homme, en tant qu'empereur, je dois me lever tôt, etc. Et il fait un long discours comme ça. Et en fait, son bouquin, c'est que de ça tout le long. Et je trouve ça assez intéressant, en fait. Je sais pas, je trouvais ça assez curieux. Et dans le bouquin, ce qui expliquait, en gros, c'est que le stoïcisme, en gros, c'est que pour atteindre le bonheur, il faut choisir sa réaction face aux événements. Et c'est comme si, pour les stoïciens, le monde était divisé en deux,
t'avais en fait ce qu'on ne peut pas contrôler et ce qu'on peut contrôler. Genre, ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est tout ce qui est tout ce qui sont les événements extérieurs en fait. Je sais pas, la possession, ce qu'on a, la réussite, etc. Et le seul truc qu'on peut contrôler, c'est intérieurement nos jugements, nos désirs et nos actes. C'est le seul truc qu'on peut contrôler. Et en fait, tout le reste, on s'en fout. Ça veut dire que c'est le destin, admettons, et t'as pas à y faire gaffe. Et en fait, tu dois te poser juste la question de ce que tes émotions et tes passions, tes désirs, parce que dans le stoïcisme, ils disent passion, mais c'est pas passion genre ta passion du golf, quoi. C'est pas ça. Quand ils parlent de passion, c'est les désirs, l'amour, etc. Et, tout. Et pour eux, c'est juste ça qu'il faut contrôler. Et après, tout le reste suivra. Si t'es un homme bon, et ça fait énormément penser, en fait, au taoïsme, ou pour un autre exemple cinématographique, à Star Wars, aux Jedi. Qui c'est pareil, en fait, c'est le même délire. C'est-à-dire qu'ils ont le concept de la force obscure, où justement c'est quand tu plonges du côté obscur, comme le fait Anakin dans la prélogie, et ben c'est se laisser aller à ses passions, ses désirs, à l'amour, la haine, etc. Et quand tu contrôles ça, et que tu es près de tes valeurs, tu es un Jedi, t'es près de la force lumineuse. Et c'est la même chose en fait. Je trouve ça, en fait, quand je me suis renseigné sur ça, et je trouvais ça curieux parce que Star Wars s'est inspiré du taoïsme, de la pensée chinoise, et là c'est inspiré du stoïcisme. Et tu vas voir, on va y revenir plus tard pourquoi. Et ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est dans l'Antiquité, c'est occidental. Et tu as l'impression qu'en fait que l'Orient niveau philosophie et l'Occident niveau philosophie, c'est pas les mêmes propos, c'est pas les mêmes choses, mais la base reste la même. T'as ce concept tu peux dévier du bon chemin, des bonnes valeurs morales par tes émotions, par tes machins et tout, comme Star Wars. Je reprends Star Wars parce que c'est la base. C'est l'exemple le plus. Oui, voilà, c'est la base. Et c'est le plus parlant. Mais c'est trop ça. Et justement, Marc Aurèle, avec son livre, il réfrène ses pulsions. Il essaie de se contrôler pour être un bon empereur. Et apparemment, maintenant, il est considéré comme un bon empereur, comme un empereur philosophe. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas, en fait, de voir que ce soit en Asie, parce que c'est le stoïcisme et le taoïsme, c'est né quasiment en même temps, mais à des continents complètement opposés. Ouais, et pour des bases qui ressemblent. Je trouve ça curieux, en fait. Voilà, donc je suis parti assez loin. Mais ça me rappelle. Alors, je sais plus. C'est une sorte de. C'est pas un dicton, mais ça me rappelle une sorte de façon de penser qui est. Ça ressemble un peu à ça. Tu me dis si ça ressemble, mais c'est en gros. Imagine que tu vas avoir un événement qui va se passer dans quelques jours. Te dire que ça va bien se passer. Il y a deux possibilités. Soit ça va bien se passer, soit ça va mal se passer. Et si tu te dis que ça va mal se passer, il y a deux possibilités aussi, c'est que ça va bien se passer ou que ça va se mal passer. Donc vaut mieux y aller en se disant que ça va bien se passer, parce que t'as la même nombre de chances pour que ça se réalise ou quoi, sauf que tu auras eu 2 pensées positives sur 3. Alors que si tu pars dès le départ en disant que tu as peur qu'il se passe quelque chose de mal, même si ça se passe bien, tu auras 2 pensées négatives sur 3. Voilà, je sais pas si tu m'as compris, mais ça, je trouve ça tout à fait. Mais c'est pour ça que... Ouais, clairement. Et c'est pour ça que c'est considéré comme une philosophie du bonheur, entre guillemets. C'est justement pour essayer de penser tout le temps, je dirais pas positif, mais si t'arrive quelque chose de mal, tant pis, tu fais avec. Et c'est presque lié au proverbe de Confucius qui dit... Alors le proverbe, faut qu'il me revienne. Évidemment, quand j'ai envie d'en parler, et je l'oublie, mon cerveau l'oublie, il fait exprès, en fait il joue avec moi. C'est ça. Il dit se préparer au pire, espérer le meilleur et prendre ce qui vient. Voilà, c'est ça. C'est beau. Et c'est exactement ça. En fait, tu prends ce qui vient et le stoïcisme, c'est un peu ça, plus ou moins. Mais il y a un petit peu de ça. Et du coup, il y a une superbe vidéo de Cyrus North, le philosophe, le youtubeur qui fait des vidéos de philosophie. Il fait de la philosophie, le philosophe. Ouais. Je sais même pas c'est à partir de quel grade en fait, parce que c'est vrai que je dis philosophe, ça fait
C'est fait grand et tout, mais est-ce que, enfin, c'est un statut social qui s'obtient comment exactement? Être philosophe, t'as juste besoin de philosopher, ou est-ce que il y a vraiment un diplôme à recevoir exactement? Peut-être. Je sais même pas. Ou à partir de quand on dit que t'es ouais, je sais pas. C'était philologue, il étudie la philosophie, du coup. Ouais. Je sais pas. Bah, on vous la conseille, hein, sa chaîne à Cyrus North, c'est vraiment. Ouais, elle est cool. Et il a fait une dernière vidéo où il vit un mois comme Marc Aurèle. En fait, il a pris le livre. Ouais. En fait, il a pris le livre Pensée pour moi-même de Marc Aurèle. Il l'a lu et pendant un mois, il va essayer de prendre les concepts de Marc Aurèle et de les appliquer dans la vraie vie. Ok. Et du coup, spoil pas. Moi, je te la conseille. J'irai la voir la vidéo. Ouais. Ah ouais, je la conseille franchement. Ouais, tu vois, elle est passée, j'ai même pas fait gaffe. Tu vois, je regarde pas mal de ses vidéos et tu vois celle-là, je l'ai pas vu passer. Ouais, tu verras. Enfin, vous verrez. Je vous le conseille parce que c'est super intéressant. Si vous voulez en savoir plus. Et en plus, si vous voulez aussi en savoir plus sur le stoïcisme, il y a Épictète et la sagesse stoïcienne. Un livre que j'ai presque fini là, récemment. Je te l'avais envoyé, je crois d'ailleurs en photo. Je me dépêchais de le lire pour le film, pour voir si je peux apporter des trucs. Et ça peut être intéressant pour ceux qui veulent vraiment connaître la philosophie plus en profondeur. Parce qu'il y a plein de subtilité hein, évidemment, mais Marc Aurèle s'est inspiré d'Épictète, donc le livre dont je parle. Épictète qui était un esclave qui allait en prison et qui a utilisé le stoïcisme pour être heureux en prison. En fait, il s'est dit que la prison c'est une fatalité. Je suis esclave. Alors c'est pas une résignation, hein. Il s'est pas résigné, mais il s'est dit j'ai pas le choix, je peux pas. Mes actions ne vont pas améliorer les choses, je vais faire que les empirer. Donc il y a un moment, il faut que j'arrive à être heureux dans la cellule. Et il y arrive. C'est ça, en fait, c'est sa perception qui change. Voilà. Mais souvent, c'est intéressant. Ouais. On le voit. Et ça rejoint des pensées chinoises. Hein. Ouais. Et le bouddhisme. Et ça, c'est un truc qui est... Donc ce qu'on dit, bien sûr, hein, ce petit warning, il y en a peut-être qui peuvent écouter, qui disent oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et tout à fait. Tout à fait. Et ce qu'on parle, c'est un travail, en fait, qui prend du temps. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de se le dire, parce que souvent... Bah oui, on en parle pardon, je te coupe, on en parle dans le truc avec Robin Williams. Oui, c'est clairement de ça. Souvent, on a tout pour être heureux, mais on va à l'inverse, essayer de trouver les trucs qui vont pas. Et en cherchant toujours ce qui ne va pas, on s'enferme et on se rend malheureux. En fait, c'est ça qui est triste parfois. Mais c'est vrai que je vous renvoie vers l'émission Robin Williams où on parle du bonheur. On en parle. C'est une émission très positive et voilà. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets, allez écouter. Et d'ailleurs, tu vois, ça tu le précises, et dans le livre, il le précise aussi. Que si tu fais d'aller écouter notre émission Robin Williams, c'est ça? Oui, ils le mettent à la fin. Ils le mettent à la fin. Ouais, ils le mettent à la fin. Je leur ai dit de le faire. Il y a intérêt. Il précise que si tu fais des fautes, parce que justement, comme tu viens de le dire, comme on pourrait se le dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais la faute, elle est pas grave. En fait, c'est le fait de le conscientiser, de se dire qu'on peut faire mieux. Et déjà, rien que ça, en fait, c'est génial. Et de dire que quand tu fais une faute, tant pis, t'as fait la faute, mais tu feras mieux la prochaine fois. Ça, c'est clair. Et ils en parlent dans le bouquin, justement, sur le stoïcisme, parce que ça va très loin, le stoïcisme. Ça se dit que, voilà, faut pas... presque... c'est pour ça que c'est le mot stoïque est dérivé du stoïcisme. Presque, faut pas avoir de sentiments. J'exagère, hein, j'extrapole, mais presque, les émotions, faut ne pas en avoir, alors qu'on en a tous. Et mais un peu, on en avait parlé d'ailleurs, mais ça on vous conseille les films sur Star Wars ou les podcasts sur Star Wars, parce on en a parlé de ça aussi. Même dans le... Oh, je m'égare. Écoutez nos autres podcasts et vous aurez un millimélo du stoïcisme. Voilà. Mais non, mais voilà, il le dit lui-même. Enfin, c'est dit lui-même dans le bouquin que voilà, la faute, on peut tous se tromper, mais ils disent même que l'autre, et c'est un peu bizarre comme concept, que l'autre est absent en fait si tu fais une bêtise entre guillemets, que tu cèdes à une pulsion, genre que tu tapes quelqu'un, mettons, je sais pas, tu frappes quelqu'un, ils disent que la conséquence elle est nulle pour le stoïcisme. La conséquence n'a pas d'importance. L'acte est malveillant, il fallait pas le faire. La conséquence c'est autre chose. Maintenant t'as plus le contrôle dessus, mais c'est l'acte qu'il faut changer. Mais un peu, encore une fois, comme dit Yoda, c'est d'abord toi, d'abord ta paix intérieure, et après le reste en découlera, quoi. Si tout le monde...
et bienveillant, bah voilà, on est dans une société bienveillante. Voilà, on a la solution dans ce podcast, on a la solution à tout. Non mais voilà, je vous conseille le livre, ce sera beaucoup plus clair. Je vais pas me lancer dans le truc, mais c'est super intéressant. Ils disent en gros, pour finir là-dessus, sur cet aparté, que le stoïcisme, il faut accepter les éléments que nous vivons et comment dire, accepter les événements que nous vivons et plutôt ce qui est important, c'est plutôt contrôler nos réactions en fait là-dessus, c'est tout. Mais tu l'as dit tout à l'heure en fait avec ton dicton presque, c'est que stresser pour un problème va ajouter plus de stress que le problème en fait déjà. Donc c'est ça que voilà, bref. Passons à la suite du film, parce que là, on n'est pas sur un truc sur le stoïcisme, hein, on est sur le gladiateur. Donc justement, passons au premier combat de gladiateur, parce que du coup, Maximus... bon, ça, après, je vais pas résumer le film, parce que je pense que les gens qui nous écoutent... Ouais, mais parle quand même de la scène où sa femme et tout se font tuer. Quoi. Oui, voilà. Oui, voilà. Le mec, non, ça c'est pas... Oh, c'est pas important ça. On passe au gladiateur. Oui, j'allais en venir là. Du coup, il se bat et tout parce que oui, Commode. Ah ouais, quelle scène atroce. Et déjà, rien que le fait que Commode réagisse de la sorte. Mais en même temps, tu me diras, Maximus, il lui fout un gros vent. Mais bon, de là à brûler sa famille et tout. Et je trouve, ah oui, c'est ça. Je crois que c'est une des scènes qui m'avait choqué quand j'étais petit. C'est quand les chevaux arrivent en fait et éclatent l'enfant en fait, l'enfant de Maximus. Mais moi, je trouve que c'est choqué sur le coup. Même scénaristiquement, je trouve que c'est assez inédit, je trouve. De tuer comme ça gratuitement dès le début du film. En plus, un gamin et une femme. Ouais, tout à fait. En fait, moi, à chaque fois que je revois le film, je le vois pas venir à chaque fois. T'as toujours l'impression, dans plein de films, il va réussir à les sauver ces gamins et tout. Enfin, tu te dis, c'est pas possible. Et non, il tue. Enfin, moi, je trouve que c'est très très fort et c'est ce qui donne. Et t'as besoin de ça pour le film, pour comprendre la suite, pour comprendre sa haine et sa colère et pourquoi il veut se venger. T'as besoin de vivre ce choc, quoi. Et moi, je trouve la scène, en plus, encore une fois, avec la musique et tout, et c'est d'une violence. Et c'est ça, le petit qui se fait bouler par les chevaux. Je sais même pas comment ils l'ont tourné cette scène. Ouais, grave. Ouais. Mais là, je trouve que pour le coup, les émotions de Russell Crowe et tout, avec la musique, évidemment, je trouve c'est poignant, quoi. Moi, à chaque fois, je suis dedans. Entre le choc de leur mort et sa réaction, parce qu'en plus, il met du temps à aller rejoindre sa famille. Là, il est en cheval et tout. Ça va. C'est vraiment, ouais. Là, t'as envie qu'ils se vengent. En fait, t'attends que ça. T'attends que ça pour le reste du film, quoi. Ça va. Et du coup, après, il va être recruté par Proximo. Proximo, donc joué par Oliver Reed. Et Proximo, donc c'est le marchand de gladiateurs. C'est lui qui va entraîner ces petits gladiateurs, quoi. Et, ces petits gladiateurs, quoi. Ces petits gladiateurs. C'est sa petite équipe, quoi, voilà. C'est ça. Ce qui est fou, c'est que cet acteur est décédé malheureusement pendant le tournage. Ouais, j'avais vu ça. D'une crise cardiaque. Ouais. Et ils ont... en fait, à la base, ils devaient finir le film, quoi. Ils devaient être là jusqu'à la fin. Ouais. Du coup, en fait, ils l'ont fait tuer beaucoup. Enfin, ils l'ont fait tuer, alors qu'à la base, il ne devait pas mourir. Mais quand même, pour continuer à faire des scènes avec lui, parce que tout n'était pas fini, ils ont dépensé plus de 3 millions de dollars pour utiliser des effets visuels. En fait, il y a eu un doubleur. Et via une animation visuelle, ils ont reconstruit le visage de Proximo. Déjà à cette époque-là, Ah ouais. 3 millions de dollars, ils ont dépensé. Hein. Bah ouais, mais même aujourd'hui, ça coûte encore une fortune. On le voit avec les Star Wars et tout. Ouais. Et c'est la même technologie que dans les derniers Star Wars. Alors, est-ce que c'est la même? Je ne sais pas. Début des années 2000, quoi. C'est ouf. Parce qu'à l'époque, les effets 3D, c'était pas ça. Hein. Toy Story, alors, je crois que c'est sorti 4 ou 5 ans avant. Voilà, quoi. C'est dingue. Ouais, mais clairement, ouais. Ouais, ils ont utilisé. Alors, parce que j'ai pas remarqué, moi. Toi, je savais que l'acteur était décédé, mais je croyais qu'il avait eu le temps de tourner toutes ces scènes. J'ai pas du tout fait gaffe dans le film à un moment où ça m'aurait choqué. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait de face?
Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont utilisé des animations visuelles, mais sur les côtés. Ouais, d'accord. Et pas forcément de face. Ça se voit pas. Ça, je sais pas. J'ai pas du tout fait gaffe. Ah non, moi non plus. Moi non plus. Non, c'est pas précisé. Donc je sais pas quel. Je sais pas regarder. Ouais, c'est dingue. Mais ouais, c'est pendant une soirée en plus. Apparemment, ils ont fait une soirée très arrosée. Puis ils en parlaient les acteurs là, parce qu'évidemment j'ai le Blu-ray vu que je suis fan de ce film. Et ils en parlaient dans Making of qu'ils avaient fait une soirée avec lui et tout. Et puis il est une crise cardiaque pendant la soirée bien alcoolisée. Et après ils ont réussi. C'est pour ça qu'à la fin, je me rappelle qu'à l'époque je comprenais pas. Il y avait écrit hommage à Oliver Reed ou je comprenais pas. Pourquoi non, je comprenais pas. Moi, je savais pas qui c'était. Moi, j'avais pas cherché à comprendre. Ouais, c'est vrai. Après, mec ne cherche pas du tout quoi. Hommage. Attendez, moi je le connais pas ce type-là. Attends, mais j'avais quel âge quand j'ai vu? Moi, je crois. Attends, la première fois j'avais 12 ans. La première fois que j'ai vu le film. Ouais, mais t'étais bien con à 12 ans. Je me disais, c'est qui dans Reed? Arrêtez de faire un hommage. Oui, c'était qui? Non, mais faites un hommage à la femme et au personnage de Maximus. Mais ouais, non, mais je crois que c'était un personnage dans le film. Et je crois. Non, mais je crois. Je crois. Oh, et que c'était pas l'acteur. Eh bah, dis donc. Qu'est-ce qu'on allait faire? Quel enfoiré, quel enfoiré. Dites-le, mettez dans le commentaire. C'est un enfoiré d'avant. Et du coup. Alors là, c'est le début de la décadence historique. Non, pas de la décadence historique, mais culturellement, les combats de gladiateurs, c'était pas du tout comme c'est présenté en fait dans le film, clairement. Dans le film, c'est très sanguillonnant, très violent, etc. Voilà. Alors qu'en vrai, c'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire en vrai, c'était du MMA. Hein. Mais il y avait quand même des combats à mort, non? C'était très rare. Ah bon? En mais vrai, genre le truc... parce que pour moi, c'est... Ouais, tu vois, voilà, tu vois, c'est film. Voilà. Il est trop déçu. Attends, alors peut-être pas aussi violent, bien sûr que non, mais pour moi, c'était des condamnés à mort qui, justement, venaient pour gagner leur liberté en se combattant à mort, quoi, en gros. Et justement, en plus, ça sert de débat sur pas mal de trucs, sur est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire un show télé avec des morts, tu vois, des combats à mort par exemple, et beaucoup bien sûr disent non, c'est impossible et tout, mais si un jour ça arrivait à la télé, on serait combien? Un peu à la Black Mirror, on serait combien à la regarder finalement, cet événement? Et moi je suis sûr que ça ferait une audience mais de malade mental. Il y avait le film qui était sorti sur la roulette russe là, avec Eva Mendes là, qui est génial. Tout à fait. Comme idée de concept, je trouve ça dingue. Et pour moi, justement, à chaque fois, ça revenait ce débat de, à l'époque, c'est ce qu'on faisait avec les gladiateurs, en gros. On remplissait des stades avec des combats à mort. Donc là, tu viens de me casser un mythe et voilà, tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Alors, c'est plus nuancé que ça. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé de rajouter du sanglant, du sanguinolent pour que ça soit attractif. Même quand tu vas au Puy du Fou, et que tu regardes les combats des gladiateurs dans le Coliseum qui a été créé, c'est sanguinolent aussi, c'est assez violent quand même. Alors qu'en vrai, c'était pas comme ça. Les combats des gladiateurs, il y avait des rounds. Hein. Tu avais 5 minutes, tu avais une pause, et après tu reprenais 5 minutes. Il y avait des... même pas. Non, c'était un match de 5 minutes avec des pauses, parce qu'avec le poids et tout, ils en pouvaient plus. Ils se battaient avec des épées ou ils se battaient à poing nu? Oui. Ah, à point nu, il y avait pas d'épée du tout. Ah, mais c'est quoi ce délire? Non, je rigole. Tu me fais flipper, là. Je suis rien, en fait. Non, mais ils avaient des gants de boxe. C'était un ring, il n'y avait pas de Coliseum. Puis c'était il y a 15 jours. C'était un bon. C'est clair. Non, du coup, ils avaient effectivement des épées et tout, mais c'était des épées faites... en bois. Pour le combat de démonstration, ouais, mais presque. C'est des épées faites exprès. Même ce qu'on voit en fait dans le film, genre la grosse boule de pique, là, je sais plus comment ça s'appelle, que le gars fait tournoyer, là, avec une chaîne au bout, là. Ça y était pas. Si, mais si, ça y était. J'y étais. Dis-toi, j'y étais. Il y avait ce qu'on appelait des lutteurs à l'époque, un lutteur sur 3 qui était volontaire parce qu'ils étaient très bien payés. Par contre, effectivement, il y avait parfois des mises à mort. Ça pouvait arriver.
Donc ça, tu vois, il y a une part de nuance. Il y avait beaucoup de lutteurs qui étaient payés pour faire du cinéma. Ouais. En fait, au tout début, c'était très violent. Ça commençait très violent. Ça a duré pendant 400 ans, il me semble, le truc de Gladiator. Et au début, c'était très sanguinolent. Et après, petit à petit, vu que ça faisait amener du monde, c'est devenu plus un spectacle. Donc des vrais combats de lutte, en fait, plus que ça. Enfin, lutte avec des épées. Quand je dis lutte, c'était des combats de gladiateurs. Mais des faux combats. Et il y avait des combats de gladiatrices aussi. D'accord. Il n'y avait pas que des gars qui combattaient. Jamais ça, ouais. Ah pardon, Assassin's Creed. Mais c'était... oui, mais c'était pas mixte. C'était femme contre femme et homme contre homme. Il n'y avait pas le mélange. Comme aujourd'hui, quoi. Mais du coup... pour les combats de MMA et tout, pas les combats de gladiateurs, mais... oui, tout à fait, ouais. Et du coup, voilà. Mais il y avait effectivement des mises à mort. Mais t'avais pas de... est-ce qu'on doit le laisser en vie, oui ou non? Non, ça n'existait pas. Oui, ça j'avais déjà entendu. Oui, ça j'avais déjà entendu. Voilà. T'avais effectivement, on suppose d'après les écrits, qu'il y avait un doigt vers le bas, on sait pas lequel c'est, pour une mise à mort. Mais t'avais pas de choix de la vie ou la mort, comme on le prétend, comme il y a dans le film, etc. Mais, et c'était même pas l'empereur qui décidait, c'était l'organisateur de combat. Donc là, ça aurait été Proximo, en fait, qui aurait dû décider, je sais pas si un tel ou un tel devait mourir. Donc c'est beaucoup moins violent que... Et est-ce que c'était vraiment des esclaves qui il y en avait, oui. Après, il y avait des esclaves, il y avait des esclaves qui combattaient. Mais donc ce truc si tu survis, tu gagnes ta liberté, ça n'existe pas non plus, quoi. Alors, c'est très cinématographique, quoi. Ouais. J'ai pas eu de retour là-dessus. Il me semble pas. En fait, ils y allaient pour être payés, ou c'était des prisonniers qui, c'était leur hobby, je pense que leur hobby. Et justement, au contraire, les lutteurs qui étaient bons, enfin j'ai dit lutteurs maintenant, les gladiateurs qui étaient bons, on voulait les garder, quoi. Le but c'était de les garder, c'était surtout pas qu'ils meurent. Ils étaient chouchoutés. Ouais, voilà. Donc après ça devient limite comme du catch, quoi, en gros, quoi. Tu fais monter c'est ça. Des figures qui sont imbattables. On le voit de toute façon, même dans le film, il y a le Gaulois invincible. Oui, je l'ai noté, Tigrix. Tigrix, il s'appelle, avec les tigres. Il a accompagné ses tigres. Ouais, qui va combattre après contre Maximus. Mais ouais, c'est ça. Mais voilà. Donc je suis désolé d'avoir cassé l'ambiance. Pardon, nul. Bon, le film a quand même... il y a eu 6 fois plus de visites au Colisée après le film. Ah ouais, tu m'étonnes. Grâce au film. Bon, voilà, donc... ils savaient pas tout ça. Ils pensaient que les trucs des gladiateurs, c'était vrai. Sinon, ils y seraient pas allés. Le Colisée aurait eu un déficit budgétaire. Tout le monde aurait été déçu. Mais non, voilà. Moi aussi, j'ai appris des trucs. Parce que je connaissais le truc des pouces via Max Bird. C'était grâce à Max Bird que je l'avais appris. Mais après, les autres trucs, non, je connaissais pas. Donc voilà. Et donc voilà, le truc de la vie et tout. Tout est faux. Voilà. Et d'ailleurs, justement, pour aller à une autre scène que je trouve très intéressante, c'est justement Maximus va monter petit à petit en grade. On va l'appeler l'espagnol, etc. J'adore d'ailleurs ce petit moment où il monte petit à petit en grade et jusqu'à arriver à Rome, quoi. Où il va faire face à plus ou moins à Commode, en fait. Et il va dévoiler son visage. La fameuse scène que tu parlais tout à l'heure. Ah ouais, voilà. Avec ton père que tu regardais. Ouais, voilà. Cette scène, elle est dingue. Je surkiffe. C'est surkiffe. T'attends ça depuis le début. C'est ça. Et je trouve ça intéressant parce que Commode, à ce moment-là, il prospère tranquillement, ces gars-là. Dans la réalité, d'ailleurs, pour parler de lui, Commode était un vrai combattant. Il faisait des combats des gladiateurs. Il allait dans l'arène. Et ça va être un boss dans Assassin's Creed, ça va être tellement bien. Ah oui, mais il a plein de victoires son actif. Bon, je pense que c'était truqué, ces victoires. Mais il avait plein de victoires. Il combattait. Mais déjà dans le film, c'est un peu Khabib. Il se bat bien. C'est un peu Khabib. Ah oui, c'était Khabib. Ouais, voilà. C'est Khabib Nurmagomedov, mais
des gladiateurs. L'époque. Ouais, il a. Puis Maximus, c'est Conor McGregor, là. C'est ça. C'est le duel. C'est ça. Et ouais, et ben du coup, il y avait ça, et il était réellement mégalo. Après, en fait, Marc Aurèle, ça a été le dernier des bons empereurs, entre guillemets, des 5 bons empereurs. Et après, il y a eu Commode, qui lui était un tyran, etc. Et un mégalo de fou, mais justement, par contre, qui faisait des bons combats gladiateurs pour montrer à quel point il était fort, à quel point il était bon, etc. Donc c'est intéressant. Et Jack Gleeson, le mec, je sais pas si tu te rappelles de cet acteur, le petit blond qui joue dans Game of Thrones, qui joue le roi Barthéon, là, le plus jeune. Je sais plus. Ouais. Dans Game of Thrones, le petit blondinet, c'est la petite, t'as envie de le frapper tout le temps, le petit blondinet, comment il s'appelle? Le fils de Cersei. Ouais, le fils de Cersei. Ah, dans Game of Thrones, oui. Dans Game of Thrones, ouais. Oui, le petit prince, oui, d'accord, je vois. Il joue dans le le film, petit prince. Eh ben non. Mais ça lui... n'a aucun intérêt. Non, mais attends, si. Il s'est inspiré de Joaquin Phoenix. Il s'est inspiré de sa façon de jouer et tout pour... Je trouvais ça intéressant comme anecdote. Je croyais que c'était un même acteur qui avait joué dans les deux trucs. Donc voilà. Mais t'as pas le nom. Et d'ailleurs, oui, je me rappelle plus comment il s'appelle ce blond là qui. On va pas spoiler Game of Thrones. Jacques... J'allais spoiler Game of Thrones tranquillement quoi. Ah oui. C'est Jack Gleeson, il s'appelle. Non mais le nom du rôle, pas de l'acteur. Ah Comment il s'appelle dans Game of Thrones? Non, je suis obligé d'aller regarder parce que ça me c'est Barthéon. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, regarde. Si, ils étaient partis des Barthéon, lui, non? Peut-être son nom de famille, mais son prénom qui est quand même connu. C'est culte en plus. Ouais, on a toujours des trous de mémoire pendant les. Cersei. Ah oui, non, c'est qu'il y a un autre fils. Mais l'autre, je vois sa tête là. Oh, cette tête qu'il a, lui. Comment il s'appelle? Saison 1, épisode 1. Il a vraiment une tête. C'est l'acteur. Des fois, il y a des acteurs quand même. Je vois pas. Attends, mais tu Geoffrey, voilà, le prince. Ah, Geoffrey. Il a vraiment une testo, celui-là. Tu sens que c'est un petit con, quoi. Ah ouais, mais carrément. Je serais curieux de le voir dans un autre rôle, mais ce genre de personnage, ils peuvent pas faire d'autres rôles. Ils ont tellement une petite tête de con que tu peux pas le voir ailleurs. Après, une fois qu'ils ont eu un rôle d'enculé à ce point-là, c'est chaud, quoi. Par remarque, Joaquin Phoenix... remarque, après, il est très fort dans Joker et dans ce film. Dans ce film, t'as envie de le frapper. Ouais, mais est-ce qu'il y a après, Joaquin Phoenix, il faudrait que je regarde des films où il a un rôle plus normal, tu vois. Mais tu t'es obligé, tu y penses. Et par contre, un truc d'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé Gladiator, et depuis, du coup, j'ai vu Joker, le film où il joue Joker. Ouais. Et pour le film Joker, il a perdu je sais pas combien de kilos pour faire ce rôle. Et du coup, après Joker, c'est la première fois que je revoyais Gladiator et je l'ai trouvé gros, du coup je le trouvais bouffi du visage. Tellement je me suis habitué à son visage dans Joker. Et ben le revoir, mais dans Joker il est maigre maladif quoi. Alors que dans Gladiator il est bien, il est musclé et tout. Oui, il est musclé. Mais du coup, comme t'es habitué à voir son visage émincé et creusé, et là j'ai l'impression qu'il avait un visage bouffi quoi. C'est trop ça. Ouais, c'était marrant, ça m'a fait le petit choc au début du film. Et il y a une scène que t'as pas dû voir, qui était en version longue, si tu l'as vu toi en version cinéma, c'est suite à ça en fait, où du coup Maximus se dévoile, et là Commode il est bouche bée devant le fait que Maximus est toujours vivant, et qu'il a envie de le tuer, mais sauf que le public, et vu qu'il est mégalo, que c'est le public qui compte, et en même temps il a raison, après c'est un peu de la ruse, il va le laisser en vie. Donc Maximus repart et juste après il va descendre au sous-sol où il y a la statue de son père, donc de Marc Aurèle, et il va éclater la statue de colère. Et ça dans la version et ça m'a fait penser à Star Wars, au rapport entre encore une fois clairement entre Kylo et Dark Vador, la même et en plus ils ont un peu le même comportement, je dirais peut-être immature,
où tu vois que Commode, les émotions, mais ah bah oui. il contrôle pas du tout ses émotions. C'est un petit Kylo Ren, ce Commode. Ouais, mais ouais, c'est ça. Mais et c'est justement en ça que Marc Aurèle savait que son fils pouvait pas être empereur. C'est que lui, presque en tant que stoïcien, son fils, c'est tout le contraire en fait. C'est le gars qui contrôle pas du tout ses émotions. Et au contraire, en fait, toutes ses pulsions, etc., bah, il veut coucher avec sa sœur. Il veut... Enfin, il s'en fout, quoi. Lui, il a aucun... Ah bah, c'est un Lannister. Hein. C'est un Lannister, oui, c'est ça. C'est clairement... Il représente... En fait, c'est deux caricatures, je trouve. Commode, c'est la caricature du mec qui a aucune morale, en fait. Il vit que par son instinct et il se laisse aller. C'est un psychopathe, quoi. Alors que Maximus, c'est tout l'inverse. Parce que là, quand il se dévoile, ça que j'ai trouvé intéressant aussi, il cède pas du tout à la colère, en fait. Déjà, je pense qu'il se ferait tuer. C'est aussi pareil, il est un petit peu stratège, mais il s'énerve pas, il reste super calme. Son calme est presque honorable. Parce que il est devant celui qui a tué sa famille et il reste stoïque. Oui, et puis il repart. Et on voit qu'à chaque fois, en plus, c'est la bonne réponse. Parce que ça énerve encore plus Commode, ça joue pour sa survie. Enfin, tu vois que tout le monde a des moments là. Tu dis mais défonce-le, mais il le fait pas et tu te rends compte qu'il fait bien de pas le faire en plus. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Et c'est encore pire. Après, tu parlais de Tigrix, le Gaulois là, où justement Commode il va préparer un truc pour être sûr que Maximus meurt en fait lors d'une arène. Et donc il prépare Tigrix, il prépare les tigres. Et donc Maximus va encore une fois gagner. Il va mettre Tigrix à terre. Et là, Commode veut il veut que Tigrix soit tué. Mais Maximus refuse. Et du coup, à ce moment-là, Commode descend. Et là, il va carrément lui dire ta femme, elle a crié ou je sais pas quoi. Il le provoque carrément. C'est là, justement. Tu dis, il va se retourner pire, et puis il va le défoncer. Mais non, il se barre. Ah ouais, c'est... Et justement, là, c'est... cette scène, je trouve que c'est l'exemple même, justement, du stoïcisme. C'est ça que je trouve intéressant. En fait, là, quand il fait ça, et justement, il contrôle totalement. Enfin, à sa place, t'as envie de... Là, c'est presque non humain, quoi. C'est presque surhumain de contrôler sa colère, sa tristesse. T'as envie de lui sauter dessus, quoi, à Joaquin Phoenix. Et non, il a ce contrôle de ses émotions, puis il repart. Et tu vois en plus que du coup, Commode, il s'en mord les lèvres, tu sais. Mec, il est... Et d'ailleurs, encore une fois, dans la version longue, juste après cet événement-là, et je te l'avais envoyé en photo d'ailleurs, il va faire une exécution. Il va tuer 2 de ses gardes. Tu le vois juste après. En fait, il tue 2 gardes. Ce qu'on voit au tout début du film, il y a des gardes qui étaient censés tuer Maximus. En fait, Maximus, il a réussi à s'échapper. Et ce qui est bizarre, c'est que Commode, il n'est pas au courant. Les gardes, ils ont été tués. Et Maximus s'est échappé. Et personne n'est au courant que Maximus est encore en vie, en fait. Et en fait, là, ça explique plus ou moins. En fait, il a besoin presque de laisser échapper sa colère. Et il va prendre ces 2 gardes-là, qui eux étaient au courant que Maximus était en vie, mais qui n'ont rien dit. Et il va les exécuter de sang-froid. Il les met sur un poteau. Il demande à ses archers de tirer. Et je trouve que cette scène, elle est trop badass. Elle vaut le coup en version longue. Je te la montrerai. Tu verras. Moi, je conseille de le regarder en version longue. Parce que les scènes qui sont rajoutées sont des scènes généralement avec Joaquin Phoenix. Et j'adore. Donc ça le rend encore plus... détestable. Encore plus mauvais, encore plus détestable. Là, tu sens qu'il a besoin de se défouler. Il se défoule sur des gardes qui n'ont rien demandé. Donc, et qui, du coup, ça fait aussi... ça a joué sur une scène finale. Et on va y revenir. Bref, voilà, il y a... je sais pas si t'as une autre scène avant la fin que tu voudrais dire, qui t'a marqué peut-être, parce que je saute des scènes, mais peut-être que t'as une scène. Après, il y a la scène où on pense qu'il va s'échapper, mais finalement, tu te rends compte que Commode avait tout prévu et il se fait reprendre. Oui, tout à fait.
grâce à Lucilia, du coup la sœur, oui, c'est ça. La sœur de Commode. Commode finit par réussir à faire cracher ses sœurs. Et ça, c'est une bonne surprise aussi, quand même. Je trouve que ça fonctionne bien, je trouve, parce que tu te demandes où ça va, du coup. Il prépare tellement cette fuite qu'au moment où tout tombe à l'eau, ça fait bizarre aussi. Scénaristiquement, je trouvais que c'était cool. Et dans la réalité, ça s'est presque passé comme ça. Dans la réalité, c'est-à-dire l'histoire de Maximus et tout, c'est une histoire vraie. Alors Maximus, non. C'est un personnage totalement fictif. D'accord, mais de quoi alors là? Oui. Je pensais que la fuite, il a vraiment failli fuir. Non, dans la réalité, Lucilia a réellement créé un complot avec le Sénat pour anéantir son frère. D'accord, ok, oui, ça s'est réellement passé. Ah d'accord, ok. Voilà. Ça c'est voilà. J'ai trouvé ça aussi intéressant. Donc Lucilia de son côté voyait que son frère était complètement dérangé et donc avec le Sénat, voilà, elle a monté un complot. Sauf qu'un peu comme dans le film, elle s'est faite choper. Ça y est, le truc a été découvert. Par contre, contrairement au film, il a tué sa sœur. Voilà. Ouais. Dans la réalité, il n'a pas cherché à comprendre. Tu m'as trahi, je vais te tuer. Voilà. Et ça s'arrête là. La pauvre, du coup. Et je trouve que son rôle est intéressant, d'ailleurs. La pauvre, elle complote contre l'empereur. À un moment, elle cherche. Oui. C'est vrai. Dans le film, c'est présenté comme la pauvre. Je trouve dans la réalité, c'était juste. Non, en fait, dans la réalité, l'empereur, c'était un homme bon. Destituer l'empereur, quoi. C'est ça. Ça se trouve. Et dans la réalité, Commode, il a été tué par son maître d'armes. Un maître d'armes esclave qui s'appelait Narcisse. Et quand le complot a échoué, le maître d'armes, je crois qu'il a craqué et il a étrangler Commode dans le bain. Aussi simplement que ça, quoi. Oui, oui. Ça a rien de monter des complots. Bon, allez, on l'étrangle, c'est bon, quoi. Vos complots, là, c'est réglé. Voilà. Il est devenu quoi, du coup, c'est aussi simplement. Ce très cher Narcisse, là. Je crois qu'il a... Alors, je sais pas ce qu'il derrière, tu tues un empereur... Je pense qu'il était... Ça pique. Il a été exécuté. C'est peut-être qu'il savait qu'il allait mourir, que les infos allaient remonter vers lui. Il s'est dit, je vais le tuer avant que tout se passe. Et voilà, j'ai trouvé le petit rapport à la réalité intéressant. Et Commode, du coup... Je voulais en venir à quoi? Commode et la... Je me perds. Au duel... Je voulais en revenir au duel final, quoi. Où la Commode, en fait, il est toujours aussi détestable. Parce que malgré le complot, il va faire en sorte de gagner devant tout le monde en foutant dans le sous-sol un coup de dague à Maximus. Et du coup, pour être sûr de gagner, quoi. Et je trouve qu'il est... En fait, jusqu'à la fin, moi, la première fois que j'avais vu le film, je me suis dit, mais non, mais il va pas gagner, c'est pas possible. T'imagines, la fin, c'est ça, il gagne, en fait. Et... voilà, c'est la fin de l'histoire. Ça aurait été horrible. Bon, en fait, même avec une dague plantée, il met quand même une misère. Et d'ailleurs, parce qu'il y a un moment dans la bataille, là, enfin dans le duel, il y a un des gardes impériales qui va refuser de donner une épée à Commode. Je sais pas si tu te souviens de cette scène. En fait, à un moment, Commode oui, bien sûr. est désarmé, et voilà, il demande à son chef des gardes impériales d'avoir une arme, et il refuse. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans la version longue, dans la scène où justement Commode assassine les deux soldats, ce sont deux soldats qui étaient très proches du soldat qu'on voit à la fin. D'accord, ok. Et tu comprends un peu mieux aussi pourquoi il refuse en fait de donner d'exagérer, parce qu'il y a Maximus, il était quand même plutôt proche de Maximus à la base, et il se rend compte que Commode il est un peu taré, mais en plus il y a ça qui a joué sur son affect, quoi. Le fait qu'il tue des soldats à lui de sang-froid de la garde impériale, il s'est dit non mais il va tuer tout le monde, quoi, il est baisé. Et du coup je trouve que son geste de pas donner l'épée, ça l'accentue encore plus, quoi. Je trouve que c'était encore plus cohérent. C'est bizarre des fois toutes ces scènes qui mettent pas. Toujours dommage. Je trouve. Ouais, parce que là,
après, ça fait un film très long. Ça fait 3 heures de... Bon, tu me diras, après, comme 3 heures de film, ça passe, ouais, tu me diras. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est oui, il est long, mais il passe vite. Hein. Je trouve qu'il passe assez vite. Ouais. Quand tu le regardes, tu vois pas trop le temps passer. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais il se... Ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont... Moi, c'était la première fois que je voyais la version longue. Et pour le coup, je te le conseille. Ouais, j'avais toujours vu la version cinéma. Et là, je trouvais que ça apportait un petit truc, en fait, de voir ce petit plus, quoi. Et voilà, pour le coup, Maximus, pareil, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que derrière ce côté très gladiateur, et historiquement, voilà, comme on l'a dit précédemment, c'est que ce soit et au niveau de la culture des gladiateurs et au niveau historique, ça a été totalement tourné, en fait, romancé. Mais je trouve que c'est intéressant parce que Maximus véhicule quelqu'un de totalement lié au stoïcisme, je trouve. Et alors que Commode l'est pas. Et je trouve que ça rend le film... le fait qu'en fait, ils ont pris des libertés au niveau scénaristique et au niveau narratif pour justement accentuer ce côté-là, je trouve que c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, c'est... Oui, carrément. Et j'aime... ce qui fait que j'aime toujours, même si maintenant, je sais qu'historiquement, c'est pas... Voilà, c'est erroné. Du coup, ouais, je sais pas, moi, si ça me... Ouais. Parce que du coup, c'est pas les premiers, en fait. Les clichés qu'il y a sur les gladiateurs, c'est pas ce film-là qui les apporte. Tu les vois dans les BD d'Astérix, hein, bien avant. Enfin, tu vois, t'as des clichés sur les gladiateurs, donc c'est pas eux-mêmes, tu vois, qui viennent fausser ça. Ils surfent juste sur un cliché qui est beaucoup plus vendeur que la réalité, tu vois. Donc ce niveau-là, ça va. Après, toute l'histoire, c'est vrai, entre Commode et Maximus, pourquoi prendre des personnages qui ont vraiment existé dans ce cas-là? C'est quoi l'intérêt si tu racontes pas leur histoire? Pourquoi ils ont pas pris... Enfin, Maximus, du coup, n'existe pas, mais pourquoi ils ont pris Commode particulièrement? C'est ça qui est... Je m'interroge toujours là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup moins grave que de dévoyer une culture entière comme dans Le Dernier Samouraï, mais quel est l'intérêt, en fait? Pourquoi ils ont pas pris un empereur fictif total? Je vois pas l'intérêt, du coup, d'avoir... cet empereur qui a vraiment existé, mais on ne raconte pas sa vraie histoire. Juste ça, mais c'est une question que je pose, quoi. C'est quoi l'intérêt? Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais, Ouais. L'intérêt, moi je le verrais comme l'atout philosophique, en fait, de Marc Aurèle. Je trouve que... Ah oui, pour Marc Aurèle. Tu vois? Ouais. Parce que si c'était pas Marc Aurèle, après tu me diras, oui, t'aurais pu prendre... Ouais. Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'ils ont pris ça? Ils disent ça dans les bonus et tout, ils en parlent ou... Non, alors non, parce que... Mais et justement, le scénario, ça a été une catastrophe. À la base, c'était David... Alors, je crois que c'est David Franzoni qui a écrit... que je me trompe pas. C'est David Franzoni qui a écrit les premiers écrits via des vrais trucs historiques. D'ailleurs, ils ont pris des historiens pour le film. Sauf qu'ils ont pris totalement des libertés. Donc un historien qui est parti. Hein. Il a dit non les gars, vous prenez trop de liberté, moi je veux pas que mon nom soit affiché sur le film. Ouais. Ils ont pris trop de liberté. Mais il y a eu je sais pas combien de... Alors, je suis en train de chercher, c'était scénario David Franzoni, ouais. Après il y a eu John Logan qui est venu remodifier ce qu'avait fait David Franzoni. Ouais. Et après il y a eu William Nicholson qui est venu modifier ce qu'avaient fait les deux. Et après, il y a eu Russell Crowe qui a remodifié toute la narration. En fait, l'acteur, il n'était pas convaincu pour certains trucs. Et tout a été modifié. Donc, je pense pas du tout qu'il y a un pris parti pour le côté philosophique, clairement. Tout a été modifié et tout. Mais je trouve que le rendu est intéressant philosophiquement parlant. Après, encore une fois, est-ce qu'il fallait prendre des personnages... Non, mais moi, c'est une question que je me pose, c'est quoi l'intérêt exact comme ça, hein. Après, on en avait débattu déjà, et c'est vrai que c'est... comment dire ça... Quand tu regardes le film, en fait, forcément, rien que pour les gladiateurs, on va avoir des a priori inconscients qui vont ancrer en nous, et on va le confondre entre ce qui est fictif et ce qui est réel. C'est ce qui est un peu dommageable quand tu fais un truc de ce genre avec des personnages qui ont réellement existé.
C'est le même problème qu'il y a pour le dernier Samouraï et d'autres films. Mais en même temps, ils se veulent pas. Il n'y a pas écrit d'après des faits réels, il n'y a pas écrit d'après machin et tout. Je pense qu'en tant que spectateur, quand il n'y a rien d'écrit, même s'il y a des personnages dedans qui ont réellement existé, faut pas le prendre comme argent comptant et se dire que c'est vrai, tu vois. Ou faut aller se renseigner derrière. Oui, bah, ça, pour tout. Mais moi, ce que je me demande, c'est juste, du coup, pourquoi, en fait. Ouais, il doit y après, avoir intérêt. Après, je pense qu'ils peuvent jouer sur le fait que c'est peut-être réel. Et... Bah, à la base, parce que David Franzoni, lui, c'était basé sur des trucs réels. Et je pense qu'en fait, ils étaient... Ouais, en gros, peut-être le premier scénario, c'était beaucoup... C'était avec Narcisse, d'ailleurs, l'esclave. Ouais, voilà, ça se trouve, c'est ça. Le premier scénario était beaucoup plus ancré sur la réalité, sauf que c'est peut-être pas assez vendeur, quoi, niveau scénario et tout, et donc ils ont petit à petit modifié le truc, en gardant les mêmes personnages, et ça se trouve, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Et petit à petit, c'est peut-être pour ça que des historiens, ils en ont eu marre. Enfin, il y en a eu un. Ouais. J'ai pas vu qui c'était, mais ouais, il a dit, je veux pas mon nom, voilà. Je veux pas mon nom dans le film. C'est toujours compliqué. Il avait peur de perdre. Les historiens, après, je pense qu'ils ne servent pas aussi que sur le côté scénario. Je pense que les historiens, il y en a besoin pour les décors, il y en a besoin pour les armes utilisées, pour les tenues. Les historiens, ils servent à ça aussi, ils ne servent pas que pour les scénarios. Tout à fait. D'ailleurs, c'était l'inspiration aussi du Colisée et tout était liée à une peinture. Une peinture où tu vois quelqu'un qui met le pouce vers le bas. Avec des gladiateurs et tout. D'où le côté un peu Coliseum, etc. Et d'où le côté un peu spectaculaire des gladiateurs. Donc ils sont inspirés de plein de trucs qui sont réels. Après, ils ont pris leur liberté. Mais bon, voilà. Après, le film, même Ridley, je ne sais pas. Parce qu'il y a Daisy Ridley. Ah oui, c'est ça. Auquel ça se prononce Daisy comme Ridley Scott. C'est vrai que j'ai toujours dit Ridley Scott, moi. Ridley Scott. C'était ça. Ridley Scott. Ouais. Ça va être le mystère jusqu'à la fin du podcast. Mais du coup, mais même il en parlait, il a été clairement influencé. Tu parlais de Ben-Hur. Il l'a cité. Ah bah oui. Spartacus. Ouais. Mais je pense Spartacus, pareil, qui parle des gladiateurs, mais je pense que niveau culture gladiateur, c'est pareil, c'est très... c'est pas cohérent, je pense. Enfin, c'est pas cohérent sur ce qui est historique. Et il s'est inspiré aussi de la chute de l'Empire romain, mais ça date de 1964. Et donc de Spartacus de Stanley Kubrick. Mais la chute de l'Empire romain, là, je crois que pour le coup, c'est un film qui est très vieux. Du coup, il est trop vieux pour moi que je le regarde. Les trucs, alors que ça se trouve, il est géant, c'est le film. Mais là, 1964, je sais pas si. Mais là, par contre, c'est plus concret. C'est plus proche de la réalité. Ouais. Donc, en fait, je serais peut-être presque curieux de le voir juste pour voir par rapport à l'histoire si c'est si cohérent ou pas. Et il y avait, si j'ai oublié de le dire ça aussi, lors du duel des tigres, enfin le duel avec les tigres, ils ont failli aussi faire une autre scène avec un rhinocéros. Mais un vrai. D'accord. Un vrai rhinocéros. Voilà. Bon, ils ont pas trouvé de rhinocéros assez domestiqué pour le faire. Et du coup, ils l'ont pas fait. Ah bon. Ça aurait été. Les animaux dans ce film, je sais pas s'ils ont été très bien traités. Hein. Ça, c'est un autre débat aussi. Parce que pour chercher un rhinocéros domestiqué pour faire une scène. Je sais pas. Non, mais un rhinocéros domestiqué, pas très... j'ai jamais vu ça, même dans les cirques et tout. Moi non plus. Mais ils l'ont pas trouvé du coup. Ils l'ont pas trouvé. C'est beau. Et du coup, au tout début, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. J'ai l'impression que j'ai fait que parler. Je t'ai pas laissé. Je t'ai pas laissé. Ah bon. Ça va. Hein. Tu me dis hein, si je parle trop parce que on a vu ça comme commentaire une fois. Non, on a toujours des commentaires positifs et tout, ça fait toujours plaisir. On aurait dû le dire en début de podcast, parce que là, plus personne nous écoute encore une fois, mais ça fait toujours plaisir les retours qu'on a, et les retours surtout qu'on a pour l'émission précédente. Oui, c'est sûr. Sur le petit Grégory Villemain. Franchement, ça fait super plaisir. Voilà. Et
Ouais, non, t'avais rien de particulier à ajouter? Bah écoute, non, comme ça me vient pas. Non. Oui. Parce que en début d'émission, on disait que on se demandait pourquoi on a mis autant de temps à parler de ce film. Et je crois qu'en vrai, s'il n'y aurait pas eu cet élément-là, ça aurait mis peut-être encore plus de temps. Je sais pas pourquoi, mais on l'aurait fait peut-être beaucoup plus tard, cette œuvre en podcast. Mais il y a eu un événement particulier, et je sais pas du coup si t'es tombé dessus, qui a fait que je me suis dit, bah, c'est le moment d'en parler. Non, dis, vas-y. Non, c'est pour fêter les 20 ans de Gladiator. Parce que voilà, il est sorti en 2000, bon là on est en 2021, mais bon, l'info date de 2020. Il y a une suite qui va sortir. Avec qui? Ils sont tous morts à la fin du film. Tu fais une suite avec qui, quoi? Ça a été la grosse discussion, ouais. Donc il y a... Bah, ça en fait, Russell Crowe n'était pas mort. Russell Crowe n'est pas mort à la fin. Maximus, il est pas mort. Il a survécu à l'arène. On le voit pas, mais on le verra au début. Se transporter dans un brancard et voilà. Mais tu sais qu'à la base, il devait pas mourir. Ah bon, ils avaient prévu une fin où il mourrait pas. Non, ça aurait été trop nul. Bah non, mais là, moi, je trouve que c'est ce qui donne le... Oui, il faut. Bah oui, tout à fait. Parce que moi, ce que j'ai eu peur, c'est quand il embrasse justement la sœur de Commode. Et je fais, ah non, ça va pas finir en love story la fin du film, il va se mettre avec la... Ce serait complètement débile. Et heureusement, non, il meurt à la fin. Et je trouve que c'est la fin qu'il faut, c'est obligé. Ça peut pas se terminer autrement. Il retrouve sa femme et son fils. En gros happy end, tu sais. Ah oui, c'était pas possible. Mais limite, c'est un happy end en plus. Limite, c'est un happy end. Il retrouve sa femme et son fils, mais c'est un happy end. Mais mélancolique. Voilà, c'est ça, mélancolique. Ouais, c'est ça qui est cool. Qui est beau, mais en même temps, c'est triste. Mais c'est ça qui redonne de la force au film. T'imagines, il survit. Pourquoi? Enfin, genre, c'est bon, je me suis vengé. Ah bah ça va mieux. Je vais pouvoir me mettre en couple avec une autre. Maintenant, c'est bon. Enfin, ça aurait été, mais n'importe quoi. Ce sont toutes les histoires de vengeance. Faut que ça se termine mal. Tu peux pas faire un film où le mec se venge et puis après derrière, allez, bah nickel, je reprends ma vie, nickel. Ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait aucune morale. Donc, non, bah oui, la exactement. Fin, elle est bien comme ça. Ouais, bah pareil. Et justement, c'était le problème du scénario de David Franzoni, c'est que c'était une vengeance bateau. Et c'est même, pour te dire, il y a eu des changements et tout, et c'est Russell Crowe qui a dit non, par contre, moi je veux pas qu'il y ait une relation d'amour avec Lucilia, même si on peut laisser plutôt sous-entendre que Lucilia, surtout que dans la réalité historique, Lucilia, elle a été mariée, pas de force, mais elle était mariée, si on peut dire de force, elle était mariée de force par son père à quelqu'un pour des raisons politiques, tu sais. Comme tout le temps. De base, de roi, etc. Voilà. Tout ça, et voilà, c'est ça. Donc, et du coup, qu'elle soit amoureuse, au début, on le sent, c'est Inex de Maximus, quoi. C'est Inex. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'était bien de le laisser sous-entendre, il n'y a pas de problème. Mais comme tu l'as dit là, et comme le voulait Russell Crowe, une relation amoureuse tous les deux, ça aurait gâché tout, en fait, le passé qu'il a justement avec sa femme et son enfant qui sont morts au début. Et il n'aurait pas pu avoir cette fin en fait qu'on a eue, cette fin dans l'au-delà, quoi, qui est géniale du coup. Puis ça aurait fait gros manque de respect vis-à-vis de sa femme et de son gosse. Enfin, ça casse tout le personnage. Ça. Et là, alors que là, au contraire, je trouve que c'est très bien. Ce qu'ils s'embrassent. Tu sens qu'elle est amoureuse de lui encore. Lui, bah non, parce qu'il est amoureux de sa femme, tout ça, mais il a de la tendresse, tu vois, pour elle. Et du coup, le baiser, comme ça va pas plus loin, je l'ai trouvé très intéressant. Parce que c'est rare qu'on le voit, ce genre de baiser dans les films. Ce genre de relation dans un film, c'est rare. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai eu peur. Ouais, c'est ça, clairement, ouais. Et en plus, du coup, ça aurait pas du tout été en accord avec ce que je disais tout à l'heure. Il aurait pas du tout été... stoïcien du coup. Ça va, le mec il sait totalement ses pulsions. Ah ouais, Lucilia va bien avec moi, c'est bon. Je suis encore en deuil, mais bon, tant pis que. Oui, c'est ça. En plus, à la base, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut pas se venger, quoi. C'est que. Oui, en plus. À la base, il veut se laisser mourir. Juste. Non, il veut même se laisser mourir. C'est qu'il est sauvé et puis voilà. Quoi.
Et après, voilà, c'est un concours des circonstances qui va amener à tout ça, quoi. Ça va être un héros. Mais je trouve que du coup, le scénario est bien, ouais. J'ai bien kiffé. Donc je pense qu'ils ont bien fait de le retravailler sans cesse. Oui, bah, des fois c'est ça. Du coup... Des fois c'est dur à juger parce qu'il y a plein de. Aujourd'hui, tu sais, quand il y a des galères au niveau du scénario, tout ça, souvent on dit ça sent pas bon, tu vois, pour le film. Mais des fois c'est juste des guerres d'idées. Et des fois c'est pour le mieux en fait, tout bêtement. Des fois. C'est pas qu'une seule personne qui doit pondre un scénario tout seul avec sa vision. Des fois c'est très bien hein, quand une personne toute seule te fait ce qu'elle a envie de faire depuis des années, par exemple, c'est très bien. Mais des fois c'est bien aussi quand il y a du débat entre les scénaristes et qu'ils sont pas d'accord et qu'au final, au bout de plusieurs mois, ça aboutit sur un truc final qui peut valoir le coup, quoi. Et là, après on sait pas ce qu'étaient les premières versions du coup, mais le film a bien marché et tout, donc je pense qu'ils regrettent pas, j'imagine. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Bah d'ailleurs, pareillement, quand je parlais du stoïcisme et du fait que nos émotions, genre c'est pas bien, et les valeurs c'est très bien, ça fait un peu manichéen de dire ça, mais c'est pas aussi simple, quoi. Comme pour te rejoindre là-dedans, si c'est pas le même thème, des fois les émotions au contraire servent en fait. Et là je trouve que dans le film c'est bien présenté, c'est qu'il réfrène pas ses émotions. Il les utilise, il les contrôle à merveille pour arriver à ses fins et pour faire ce qu'il fait et pour finir en beauté, quoi. Voilà. Mais, et comme dans Star Wars, voilà, aussi, parfois. Et du coup, donc, Gladiator 2, ça aurait pu être avec Russell Crowe, mais il est mort, donc il sera pas là. Et encore... il y a des... Je suis tombé là tout à l'heure sur un truc... il y a des rumeurs, apparemment, il y a Maximus en zombie qui serait de retour. Le 2, non mais là, ils ont intérêt à faire gaffe, ouais, parce que là, ouais... ils vont faire des films, en gros, mais non, mais à mon avis, ils vont refaire un film de Gladiator, et ils se servent de la licence parce que ça va faire parler, ça va faire vendre, mais... Est-ce qu'il y aura peut-être des petits clins d'œil? Peut-être qu'il y aura... encore, même pas, parce que l'actrice, elle a pris 20 ans, quoi. Donc si, ça se peut se passer genre 20 ans plus tard. Si. Ils prennent la même impératrice, du coup, et puis... Le seul truc qu'on sait... alors, parce que là, l'article, c'était qu'en gros, peut-être qu'on verrait Russell Crowe, mais dans l'O2A. Si on devait le revoir dans Gladiator 2... Non, le truc, c'est-à-dire... tu le vois en train de jouer avec ses gamins, et... en train de courir nu dans les champs de blé. Je sais pas ce qu'ils entendent par ça. Non, je sais des flashbacks à la limite, si vraiment t'as envie de faire le clin d'œil et le montrer maintenant, sa vie de tous les jours maintenant dans l'au-delà. Hein. Donc il est en train de faire le barbecue dans l'au-delà. Ah mais du coup, je suis trop curieux de voir ce que ça va être. Mais non, le personnage principal, ça sera Lucius, le fils de Lucilia. Le petit en fait qui voilà, le petit qui est aussi taré que Commode, Maximus. Qui est aussi taré que Commode. Ça se trouve. Il veut coucher avec sa mère, lui. Les mecs, c'est de famille, en fait. Tous les garçons de la famille, ils aiment l'inceste et le viol. Hein, c'est un bon délire. Aïe. Bah ouais, c'est ça. Bah c'est ça, ça va être Geoffrey Baratheon. Ça va être la suite. La Lister, c'est ça. Non, mais du coup, je sais pas. Ça, on verra. Pas impatient de le voir, oui. Mais je suis curieux, je le verrai, ça c'est sûr. Oui, je suis curieux de voir ce que ça pourrait être. Non, mais même un bon film de Gladiator de 2020, moi j'irais sûrement le voir aussi. Parce que du coup, comme je te disais, on en a plus, en fait, c'est plus la mode. Donc je serais curieux de voir en 2020 maintenant un bon film avec des bons effets spéciaux et tout, avec un bon budget, ça peut être cool. Bah ouais, carrément. Bon, bah, je crois que t'as fini parfaitement. T'as conclu parfaitement. Un bon film de Gladiator et on vous en fera un podcast prochainement. Ah ouais, ça pourrait être cool. Ça. Voilà. Enfin, à part si il est tout pourri. Oui, à part si il est tout pourri, sinon on le fera pas. Mais voilà, c'était une des raisons aussi pourquoi je me suis dit, bah on va le faire maintenant. Gladiator, il y a des rumeurs. Ah oui, j'étais même pas au courant. Donc, voilà. Qui parle d'un 2. Un peu comme Memories of Murder. Il y avait un petit truc qui a fait qu'on l'a fait plus vite que prévu. J'espère que ce petit podcast vous a plu, que vous avez appris du coup la différence entre les faits historiques et les faits cinématographiques, et que vous en avez appris sur la philosophie stoïcienne. J'en serais ravi, dites-le dans les commentaires. Merci. On dirait un médecin. Ouais, c'est clair.
Et bah... J'ai pas de petit dicton malheureusement. Je l'ai dit tout à l'heure en fait, j'aurais dû le garder pour maintenant. Tu l'as déjà dit dans 3 émissions, le même dicton. Ah mince. C'est le dicton que tu dis à chaque fois. Je laisserai commode faire un dicton pour la fin de notre podcast. Ah très bien. Je pense que ouais, ça peut être pas mal. Je sais pas ce qu'il a comme dicton, mais ça va être particulier. Bon, sur ce, on vous dit à bientôt. Ciao. Ne vois-tu pas, Gracchus, que tout le problème est là? Mon père a passé tout son temps à étudier. Dans les livres, dans la science et la philosophie. Il a passé des nuits blanches à lire des rouleaux du Sénat. Et pendant ce temps, le peuple était oublié. Mais le Sénat est le peuple, sire. Choisi parmi le peuple, pour parler au nom du peuple. Je doute que beaucoup de gens du peuple mangent aussi bien que toi, Gracchus. Où est d'aussi splendide maîtresse, Gaius? Je crois très bien comprendre mon peuple. Alors César peut-il avoir la bonté de nous faire partager sa science? Tirée de sa propre et si longue expérience? Je l'appelle l'amour. Je suis leur père. Les gens du peuple sont mes enfants. Et je les serrerai tous contre ma poitrine et les embrasserai très fort. As-tu déjà embrassé quelqu'un mourant de la peste, sire? Non. Mais si tu m'interromps encore, je t'assure que toi tu le feras.